Dans cet épisode, nous parlons des émotions liées au parcours immobilier. Si vous avez un projet immobilier, que vous souhaitez vendre, acheter ou que vous soyez un négociateur immobilier, cet épisode est fait pour vous. Vous êtes au bon endroit. L'homme que je vais vous présenter aujourd'hui représente beaucoup pour moi. Lui n'est pas agent immobilier, mais il change la vie des gens tous les jours. Tu es Eric de Rubiana, tu as 50 ans, tu as été marié pendant 25 ans. De cette union, la vie t'a offert 2 enfants, Arthur de 22 ans et Clémentine 18 ans. Tu es remarié et papa d'une petite Sacha de 3 ans. De formation juriste, tu as un DESS en droit de la construction et de l'urbanisme et un DEA d'histoire du droit européen. Tu débutes ta carrière dans un cabinet d'avocat avant de poursuivre ton chemin dans un cabinet notarial. Tu rejoins ensuite un constructeur de maisons individuelles en tant que directeur juridique. À tes 28 ans, tu vis le trou noir, un petit accident de la vie. Tu connais ta première dépression et passes 7 mois coupé du monde du travail, ton premier voyage avec un psychiatre. De nouveau sur pied et plus fort, tu intègres le groupe SMA, spécialisé dans l'assurance construction pendant 20 ans. Tu as la chance d'évoluer et d'occuper 10 postes différents dans cette entreprise, avant d'en finir responsable RH jusqu'au Covid, où il a fallu apprendre à se réinventer et à s'adapter. Durant ces dernières années, tu as perdu le sens des choses. Tu connais un burn-out. C'est à ce moment-là que tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais faire des 20 prochaines années de ma vie, voire des 30 ? Reconnaissant, tu quittes l'entreprise en 2022 pour revenir à ce que tu aimes le plus. Le fonctionnement de l'humain. Tu décides de te former au sein de plusieurs organismes de thérapeutes pour avoir un enseignement riche, complet et varié afin de rendre ton approche efficace. Tu ne veux pas une approche causaliste, ne pas te focaliser sur le problème pour ne pas rester dedans et dans le passé, mais aider les gens à trouver des solutions. Tu optes pour la psychologie humaniste issue de l'école de Palo Alto qui est tournée vers le résultat et vers la solution des problèmes. Tu es thérapeute et pour finir, tu es coach professionnel et formateur. Quel parcours! Passage sur Dis-nous tout oblige, je vais expliquer à tout le monde pourquoi tu es là. En 2023, ma vie s'écroule. Déjà en proie au doute professionnellement suite à des choix qui ne me correspondent pas. La vie perso idéale que je projetais s'effondre. 2 choix s'offrent à moi, m'écrouler ou avancer. Même si l'échec rend plus fort, c'est bon, ça suffit, j'ai pas envie de devenir rembrouillé. Conscient d'être incapable de changer seul ce qui m'empêche d'avancer, je ressens le besoin d'être aidé. Je contacte Isabella Messina qui me dit « J'ai la personne parfaite pour toi ». C'est notre première rencontre. Tu me ramasses à la petite cuillère avant de m'aider à recoller les morceaux. Avec toi, pas de mystère. C'est discipline, discipline, discipline. Grâce à toi, après 40 ans dans la peau de quelqu'un de bizarre, je découvre que je suis TDAH, ce qui me permet de mieux comprendre certains aspects de ma vie. J'apprends à m'accepter, me pardonner, et pour la première fois, j'ai un chemin éclairé pour m'améliorer. Par la même occasion, nous détectons ce trouble chez mon enfant, ce qui lui permettra, je l'espère, de vivre sa scolarité et son adolescence d'une manière plus épanouie que ce que j'ai vécu moi, parce que c'était pas facile. Mais c'est pas tout. Pour la première fois de ma vie, j'accepte d'avoir un potentiel inexploité, d'avoir des rêves fous et qui ne parlent qu'à moi-même. Et pour la première fois, je n'ai plus peur d'échouer. C'est mon chemin et je dois l'accepter et vivre avec. Je détermine mon objectif et j'irai l'atteindre un pas après l'autre. Même si la route est encore longue, je sais aujourd'hui que je ne suis pas seul. Tout ça grâce à toi. Avant de commencer cet entretien, je voulais t'exprimer ma reconnaissance et te remercier de m'aider à devenir la version que je veux être. Maître des émotions et véritable disciple du passage à l'action, je vous présente la personne qui un jour m'a fait comprendre qui je suis depuis toujours. Ladies and gentlemen, pour vous, Eric de Rubiana. Bienvenue Eric. Je suis Mickaël Coelho, accompagné de Christophe Alioussef et je vous souhaite la bienvenue dans Dis-nous tout. Christophe Alioussef. Allô, c'est Mika. Tu n'effaces tout. Bonjour Eric. Bonjour Mickaël. Bienvenue. Merci d'être avec nous Christophe. pour parler d'un sujet qui touche notre métier. Ouais. Parce qu'on travaille beaucoup avec l'humain également, c'est les émotions. Ouais. Et c'est ce qu'on va parcourir ensemble pendant le chemin qu'on va faire, je sais pas combien de temps. Avant tout, est-ce que tu veux bien nous parler de ta météo intérieure aujourd'hui ? Monsieur fait des clins d'œil. Elle est très belle ma météo. Elle est très belle. Elle était belle en arrivant. Je suis venu en vélo, beau ciel bleu. Et il y a quelques petits nuages blancs, mais qui sont absolument normaux aujourd'hui. C'est une belle météo. Ils sont discrets. Christophe, ta météo ? Je sais pas de quoi vous parlez parce que je sais que vous vous connaissez bien à titre perso, mais écoute, je suis bien. Je sais pas si ça répond à la question. Okay. Et je suis ravi de rencontrer Eric parce que l'objectif du podcast, c'est de parler d'immobilier sans parler d'immobilier. Et je crois qu'on est parfaitement dans le thème puisque l'immobilier, c'est l'humain et que je crois que c'est un domaine que tu maîtrises bien. Exactement. C'est sympa. Ok. On va parler d'émotions. Ouais. Tu vas nous dire comment les interpréter et si c'est possible de les canaliser. Si c'est possible. C'est pas possible, il faut juste les vivre, tant pis. Ouais, les émotions, c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est ce qu'on vit en arrivant au boulot, quand on repart au boulot, quand on arrive à la maison, quand on vient ici en vélo, quand on rencontre des gens qu'on connaît pas, quand on rencontre des gens qu'on connaît et qu'on voit ailleurs que là où on a l'habitude de les voir. C'est complètement lié à l'humain. Qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, ces émotions. Je pense. Exactement, et on pourra même se poser la question de savoir est-ce qu'une émotion est positive ou négative. Bah, dis-nous.
d'après vous? On va effacer après, t'inquiète pas. Ouais, mais une émotion, elle est positive ou négative? Ouais, possiblement. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'elle est adaptée ou inadaptée. Parce que l'émotion, elle est là, tout simplement. Faut l'accepter. Faut l'accepter. C'est un passage ça passe dans le corps, l'émotion. D'accord. Bon, moi je connais un peu parce que je suis en cours de travail. Ça me parle un peu. Ouais, mais moi pas, et je pense que les gens qui nous écoutent non plus, mais c'est intéressant comme approche de dire plutôt positif, négatif, d'être plus sur un profil d'adapté, inadapté. Ouais. C'est moins culpabilisant en plus. Exactement. Et c'est difficile de réfréner ses émotions. C'est juste de regarder ce qui se passe quand ça se passe. Et puis c'est aussi de voir où est-ce que ça s'est passé, dans quel environnement. Je prends toujours le même exemple, mais ça nous est arrivé peut-être à chacun, mais à un moment donné, on se fait avoir un fou rire, et c'est pas au mauvais endroit, parce que c'est un enterrement, par exemple. C'est une émotion, il y a un fou rire, on pense que c'est de la joie, non, c'est une façon de masquer de la tristesse, mais est-ce qu'elle est adaptée à ce moment-là? Pour l'interrogation, mais en tout cas, elle est là. Okay. Ma mère, elle aurait manifesté une émotion, ça aurait été de la colère, là. C'était bien adapté. Et moi, ma mère, elle aurait comme une émotion très hâte. On va parler d'expérience. Ouais. Dans un premier temps, des clients. Les clients et les aspirants à une nouvelle vie, ceux qui ont envie d'avoir des projets de vie, de changer, parce que ça suscite beaucoup d'émotions, justement. Et dans un second temps, les négociateurs, conseillers immobiliers, qui eux aussi, dans leur journée, peuvent passer de un super état à même des fois en 1 heure. Hein. Ouais. Tout s'écroule et c'est très dur à gérer. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes arrêtent ce métier, en fait. Bah, dans notre ancien podcast, on disait qu'une des qualités principales dans ce métier, c'était la résilience, la capacité à encaisser aussi les échecs et de gérer ses réussites aussi. Donc là, on est pile poil dans ce que tu peux peut-être nous aider à comprendre. Ouais, exactement. C'est la compréhension de ses propres comportements. D'accord. C'est la gestion de ses émotions. J'ai besoin de comprendre, moi, il y a un enthousiasme initial quand les personnes commencent à visualiser et qu'elles s'enthousiasment. Oui. Et comment cet enthousiasme, il retombe quand elles se rendent compte de la réalité du marché et qu'au début, elles font un déni, elles continuent de chercher quelque chose qui n'existe pas et que ce déni, il finit par se transformer en doute. Et comment on oublie l'enthousiasme pour passer au doute. Et je sais que c'est ta spécialité, ça. Alors, je sais pas si c'est ma spécialité, mais en même temps, on le vit, on peut le vivre même pour soi. Il y a un souhait, il y a une volonté, il y a un besoin. Mais à un moment donné, cette expression-là, ce souhait, ce besoin, il va se confronter à ce que j'appelle, moi, au réel. C'est la confrontation au réel. Il y a ce qu'on fantasme, ce qu'on peut idéaliser, rêver dans la famille, dans le noyau intrafamilial, en se disant ben voilà, notre budget c'est ça et on pourrait avoir ça. On a regardé les prix, les annonces, sans se confronter à l'expertise du professionnel immobilier, sans vraiment se confronter au réel, parce que c'est un peu aussi embêtant. Quelquefois, on n'a pas trop envie de voir la réalité. Ouais. Et puis, ben, à un moment donné, le réel arrive et puis on passe un peu du rêve à la désillusion. Ça vient un peu casser l'idéal, ça vient un peu casser le mythe. Et ben, c'est une forme de petit deuil en fait qui va s'installer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bah non, vous l'aurez peut-être pas, ou pas comme ça. Et là, bah, il peut y avoir d'emblée une forme de déni qui s'installe, voire de la colère. Mais non, c'est pas possible, vous avez mal calculé. Exactement. Je sais pas si vous l'avez peut-être rencontré, ça. Si, mais du coup, là, tu es en train de dire que c'est dans le processus de deuil, c'est-à-dire que il faut qu'il fasse le deuil de ce qu'il avait projeté, et donc ça passe par la colère, le déni, etc. C'est ça. Différentes étapes, puis à un moment donné, jusqu'à l'acceptation. À un moment donné, c'est ça, il y aura pas forcément la tristesse, il y a encore, parce que dans la courbe du deuil, à la fin, il y a la tristesse, une forme de déni au début, de colère, et puis après on commence un peu à marchander avec soi-même, on voit bon, finalement on veut déménager, ça peut être ça, finalement bah, le budget on va le revoir un peu, et puis on commence à rationaliser un petit peu les choses. Bon bah tant pis, c'est triste, on n'aura pas finalement ce qu'on voudra, mais on va rebondir, et hop, et là on avance. Et là on repart. Ou on abandonne le projet, et je pense que la différence entre les deux, c'est, tu parlais de besoin tout à l'heure, tu parlerais même d'objectif, ça va dépendre en fait de la réelle motivation du client. Exactement. S'il doit quoi qu'il en soit déménager, il va en arriver effectivement à accepter la situation. Si c'était une envie, un confort de déménager, il risque effectivement de laisser tomber le projet parce que ça ne correspond pas exactement à ce qui s'était projeté. Oui, exactement, c'est ça. Là, si on rentre sur un modèle acquéreur, mais si tu es sur un modèle vendeur, ça peut être aussi la même situation. Absolument.
Moi, je me dis, mon patrimoine vaut ça, je veux le vendre ça, et quand j'aurai ça, je pourrais, je sais pas, si l'arrêté du marché n'est pas celle-ci, confronter lui aussi de son côté, en tant qu'acquéreur, au réel. Là, Eric, il nous parle des vendeurs qui fixent leur prix en fonction de leur futur achat. Je sais pas si tu connais ce genre de vendeur. On adore. Hein. Mais bien sûr. On adore. Je fais mon marché. Et comment est-ce qu'il y a un moyen d'expliquer à ces personnes-là que c'est une émotion, que c'est pas la réalité, justement, qu'ils rentrent pas dans l'émotion? Il y a un moyen de les sortir de ça ou pas? Ça n'existe pas. Il y a toujours un moyen, en fait. Évidemment, c'est de faire comprendre aux gens ce qui se passe, mais il y a un moment donné où vous allez être confronté à la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'elle veut le comprendre ou pas? Est-ce qu'elle est prête à l'entendre? Ou est-ce qu'elle est sur un mode de raisonnement qui, pour l'instant, la rend pas accessible à ce que vous avez à lui dire? C'est ça aussi l'enjeu. Et c'est peut-être aussi, on aura le thème qui se prolongera tout à l'heure, mais il y a aussi vos propres capacités individuelles, vos expériences, votre personnalité à comprendre l'autre, à l'écouter, à se taire quand il faut se taire, à apporter les bonnes questions au moment opportun. Et plutôt, c'est cette forme d'accompagnement qu'il faut donner parce que chaque client est différent. Bien sûr, c'est la psychologie. C'est exactement, c'est ça, et c'est ce qu'on demande d'abord, je pense, à des... Tu sais que je suis en train de me comprendre un truc, je crois que mes prochains recrutements, je vais aller les faire chez les thérapeutes. Avec un psy. Parce que là, la présentation du métier, elle est juste extraordinaire. Ouais, mais si tu vas voir Eric, tu vas finir par recruter des gens comme moi, tu vas pas t'en sortir. Alors non, on va rester tranquille. Alors finalement... modestement, je fais aussi du profiling, c'est qu'on envoie aussi des CV de gens à recruter. Ah, c'est intéressant ça. Très bien. En fonction de ça, on va, en fonction des critères, des besoins de l'employeur, on va sélectionner telle ou telle nature de profil. C'est pas qu'il y a de bons ou mauvais profils, c'est juste pas comme les émotions. Adapté ou pas adapté. Adapté ou pas adapté. Complètement. Il y a peut-être des gens qui sont volontaires à venir faire ce métier-là chez vous, mais qui n'auront pas d'emblée toutes les capacités à se heurter à ça, au déni, au refus, à vous envoyer bouler en disant non, c'est n'importe quoi, vous connaissez pas le marché. Il faut arriver à... C'est plus compliqué. Et d'ailleurs, on mettra d'ailleurs pour les managers, les directeurs d'agences qui nous écoutent, les coordonnées d'Eric, qui est en Ile-de-France, dans l'Ouest parisien, s'il y a besoin de ces services, parce que le profiling, c'est très compliqué. Et moi, en tant que directeur, je sais qu'une des principales difficultés que j'ai, c'est le recrutement, parce qu'effectivement, ça s'improvise pas. Faut faire une vraie découverte de la personne en face et s'assurer que c'est compatible avec notre carte de valeur à nous. Et c'est pas facile à faire. Mais c'est le plus difficile des choses. Le recrutement, on a un potentiel au départ, on a des capacités, des compétences, puis après il y a la réalité du terrain, l'expérience aussi. Il faut arriver à faire que les choses coïncident le mieux. Moi, quand j'étais en responsable RH et que je faisais des recrutements, je donnais cette image-là. Donc ça, c'est le poste à pourvoir et ça, c'est le candidat. Voilà, ça, on l'a jamais. Ça, c'est pas bon. Et on essaye de faire que ça matche un peu plus. Et c'est sur l'écart-là qu'on va travailler. C'est sur ce petit écart-là. Si c'est ça, c'est possible. Si la personne est motivée, elle est volontaire, on a déjà fait la moitié du boulot. Bien sûr. On a fait la moitié du boulot avec quelqu'un qui est volontaire, qui a la niaque, etc. Le reste, ce qu'il va apprendre. Est-ce qu'il va prendre, est-ce qu'il va vouloir, est-ce qu'il va pouvoir, etc. Moi, ça me parle, parce que les passionnés d'immobilier qui aiment l'immobilier, alors ça tout va, on en parlait dans le dernier podcast. Très galvaudé comme concept. Et moi, je suis pas passionné d'immobilier, je suis passionné des réactions et des émotions des gens. C'est l'humain qui m'intéresse. Et comme on touche à quelque chose qui est gros et qui est très significatif pour les gens, il y a des réactions qui sont démesurées aussi. Et moi, c'est toujours ça qui m'a passionné. C'est essayer de comprendre ce que les gens vivent et pourquoi ils le vivent. Plus que de vendre des appartements en général. Ouais, c'est ça. Il y en a qui vont être simplement vente, chiffre d'affaires, commission. D'autres, ils vont se dire, bon, il y a ça, c'est la rémunération. Ok, mais moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est être confronté au client, à ses problématiques, à ses émotions, à ce qu'il me renvoie. Ça va répondre pour certains, en fait, comme l'un pour l'autre. C'est chacun ses valeurs. Non, mais est-ce que tu penses que sans l'intérêt à l'humain, on peut avoir du résultat? Moi, j'en parlais, je suis pas persuadé. En fait, le résultat, le chiffre d'affaires, c'est une conséquence. Ça peut pas être la première marche de l'escalier. Je pense que c'est tout le cheminement qui amène à ce résultat-là. Et dans ce cheminement-là, je pense que s'intéresser sincèrement à ses clients, à ses collègues, etc., c'est indispensable. Je vois pas de réussite. C'est la question qu'on se posait la dernière fois. Est-ce qu'on peut réussir sans s'intéresser Je sais pas s'il y a besoin d'être sincère. Il faut savoir le faire, je pense. Mais je sais pas s'il y a besoin d'avoir une sincérité par rapport à ça. On n'est pas obligé de mettre de soi ou de son identité pour. Après, peut-être que tu as peut-être la réponse dans ta question. C'est toi, en tant que directeur, les meilleurs profils que tu as pu recruter en termes de performance, par exemple. C'était quoi derrière
leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils allaient chercher. Il y a peut-être un melting pot de Ouais, pas mal de t'as choses. raison. Et puis, singulièrement, des fois, on va trouver un individu, en fait, il va être hyper mauvais sur l'admin. Alors vraiment, le mec administratif. Beaucoup dans les commerciaux. Bah, ça, ils sont Voilà. tous. Hein. Ouais. Ça, c'est- Par contre, la relation, le rendez-vous, le closing, enfin, le truc, les gars, ils veulent être extraordinaires. Mais voilà, c'est un ensemble de choses. On peut pas dire aujourd'hui, on a besoin de tel profil pour donner ça. Il y a toujours un petit mélange qui se Bien fait. sûr. Et d'autant plus que l'être humain, moi je reste convaincu d'une chose, c'est que l'agent immobilier que vous étiez il y a 20 ans, N'est c'est plus le même qu'aujourd'hui. Le métier change, le contexte change, et puis la personne Les gens change. changent. Pas tous. Mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte à quel point c'est compliqué l'humain quand même. C'est L'humain, bah là, tu vois bien, Oui. on avance des principes depuis tout à l'heure, mais c'est très difficile d'affirmer Bien des sûr, vérités. C'est pas de vérité, c'est de la, Des notions. Ouais. des notions, c'est délicat. Mm. Je te remercie tout à l'heure quand tu dis que tout ce discours introductif, tu totalement dithyrambique sur moi, mais en même temps, c'est sincère. C'est pas Ouais, je sais. dithyrambique, c'est- Non, mais moi, je le reçois aussi d'un côté professionnellement, c'est-à-dire que bah, c'est aussi ma mission. Donc, je suis super heureux quand j'entends ça. Et en même temps, je travaille pas sur des tables en bois, je suis pas menuisier. Si je me trompe, je refais la table. Si je me trompe, c'est un être humain que j'ai en face de moi. Donc, Ouais. c'est en même temps beaucoup d'humilité, Bravo. beaucoup de doutes, beaucoup de questions. C'est ça aussi ce métier. Ouais. Le métier de l'humain, c'est ça. Si tu as la certitude que quand il va rentrer, le client, la cliente, l'enfant, l'ado, Mm. ça va être tac, 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 faut changer tout de suite de Ouais, c'est métier. ça. Ouais. Et ouais, je suis pas ébéniste en fait. Mais en même temps, c'est aussi ça le charme du truc. C'est comme le management. Exactement. Hein, c'est comme la gestion des émotions dont on parle là. C'est aussi l'entrepreneuriat. Up, down, up, down, up, Mhm. down. Et s'il n'y a pas d'humilité, de recul par rapport Oh, à ça, j'adore. Ouais, c'est, mais On moi, se- je le ressens. on se prend la table en bois dans la gueule. Là, on devient ébéniste, mais par nécessité. Quoi, parce que C'est vrai qu'il n'y a pas de notice ou de mode d'emploi pour réparer un cerveau humain. Non, quoi. et non. On cherche à comprendre, Il y on a- essaye, on travaille. Et, c'est ça l'enjeu. Et, il y a des choses qu'on sait, des choses on doute encore, des choses qui sont encore un petit peu floues, mais on essaye chacun, avec ses limites, d'apporter sa pierre à l'édifice. et avec humilité. J'aime beaucoup cette notion d'humilité. Fondamentale. Est-ce que, pour revenir aux questions, la frustration de l'échec quand il y a une négociation, que ça se passe pas comme on veut, parce que le vendeur a des prétentions et que l'acheteur n'a pas les possibilités ou se dit que c'est trop cher, est-ce qu'il y a moyen de gérer cette frustration ou pas du tout? Ouais, pour qui la frustration en fait la première question, ça Pour serait pour l'acheteur. Pour Qui l'acheteur. là, ça lui plaît, mais il peut pas faire plus, Ok. et le vendeur est déterminé à pas descendre parce que lui, il a des ambitions, il pense que c'est le bon prix, on en parlait tout à l'heure. Et l'acheteur, lui, peut pas plus. Et du coup, il reste frustré. S'il pouvait, d'ailleurs, les taux d'intérêt jouent beaucoup et conditionnent bien sûr. tout ça. Mais s'il le pouvait, il mettrait plus, mais il peut pas. Donc, il y a une frustration qui s'installe. Est-ce que c'est facile à gérer, pas facile? Ça va être facile à gérer, ça va être en fonction de l'interlocuteur, ça va être en fonction de la personne, là encore, que vous avez en face de vous. Elle est frustrée. Qu'est-ce que c'est la frustration? Ça va être un mélange d'émotions. On va être entre la tristesse et la colère, une forme d'insatisfaction entre l'objet désiré et puis les contraintes pour l'obtenir qui, en fait, ont été vues, possiblement, ces contraintes-là, ou alors pas vues volontairement, on est dans le déni, hein, ou alors, finalement, c'est une découverte et il faut un temps, en fait. Il faut un temps d'acceptation. Alors, quand on dit gérer, dans le monde des affaires, on voudrait bien trouver le bouton qui dit hop là, fin de frustration, action. On est face à l'humain. Donc en fait, c'est du temps et c'est beaucoup d'écoute, je pense. La première des solutions, c'est d'abord écouter. En quoi c'est un problème? En quoi, pour vous, ce qui se présente aujourd'hui, est une difficulté? De quoi vous auriez besoin pour régler cette difficulté-là? Et on va rentrer en fait dans l'écoute et dans de quoi est-ce que la personne aurait besoin, et vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution qui pourrait en fait ouvrir le champ des possibles pour satisfaire ce besoin? Parce qu'en face, si on est encore dans la sphère émotionnelle et dans la gestion des émotions, une émotion, quand elle se manifeste, c'est parce que derrière, il y a un besoin qui n'a pas été satisfait. Qui est pas Qui n'est pas Exactement. satisfait. Vous voyez? Donc en fait, dire comment on peut faire pour gérer cette frustration-là? On la gère avec les moyens qu'on a au moment où on la gère. C'est ça qui est intéressant. La personne peut être en effet en colère, frustrée, passer par un temps de « je ferme ». Elle veut plus vous avoir au téléphone. Et c'est pour ça qu'elles répondent pas. C'était ma question, pas d'après. Ouais. Les personnes qui, des fois, ne répondent pas, parce que nous, on est de l'autre côté de la barrière, on essaie de faire le maximum, et des fois, il y a des choses qui ne se passent pas comme on l'a voulu. Mais on peut trouver des solutions. Et au moment où on essaie de trouver des solutions, les gens ne répondent plus.
Et il se braque, et c'est quelque chose Ça, qu'on alors, retrouve assez ce que souvent. vous pouvez percevoir, vous, elle s'est braquée, ok. Ça, c'est peut-être aussi la façon dont vous interprétez son comportement. Est-ce que cette personne s'est braquée? Ça veut dire, elle est vexée, elle est agacée, elle n'a pas envie, ou alors elle est simplement frustrée, ou alors elle a besoin de temps, ou triste. Ça peut être tous ces éléments-là. Mais tant qu'en fait, elle vous a pas fait le retour, elle vous a pas dit au fond d'elle ce qui se passe, tout ce que vous pourrez émettre, ce sont des hypothèses. Il m'énerve. Non, mais c'est vachement intéressant. Non, mais c'est parce que. Et donc, Moi, je suis fort pour ça. c'est le temps. Oui, c'est ça, mais c'est normal. On est tous comme ça. C'est ce qu'on On appelle. interprète, c'est normal. Oui, dans notre jargon, on va y mettre sur le comportement d'une personne notre propre carte du monde. Absolument. Mais ma carte, c'est pas celle de Christophe. Ouais. Et celle de Christophe, c'est pas celle de Mickaël. Ouais. C'est complètement différent. Oui, il s'est braqué. Et un autre dira, elle a le temps, la personne a besoin d'un peu de temps pour réfléchir. D'accord. L'autre dira, elle est vexée, elle aime pas cette enseigne d'immobilier, elle va aller voir une autre. Bon, voilà. On sait pas, tant que la personne n'a pas exprimé, on sait C'est pas. ça, oui. On sait pas. Ok. Et là, c'est là où vous vous retrouvez peut-être frustré. À votre tour, derrière. C'est comment réagir, surtout. Qu'est-ce qu'on Mais fait? tu sais, je me rends compte d'un truc, Mika, parce que avec Mickaël, on est en train de monter une formation pour les agents immobiliers, et on met beaucoup de commercial dans les formations pour les agents immobiliers. Est-ce que tu penses, je connais déjà la réponse, mais j'aimerais que tu développes le pourquoi, est-ce que tu penses que c'est important de mettre une formation psychologique pour ce métier d'agent immobilier, puisqu'on est en train de se dire depuis le début que 80% de notre métier, c'est de la psychologie, Bien sûr. qu'on peut maîtriser toutes les techniques commerciales, mais que si à côté, on comprend pas l'humain, ça ne sert à rien. C'est fondamental. En fait, c'est soit vous avez dans votre auditoire en formation des robots, soit vous avez des êtres humains. D'accord? Et ces êtres humains, parce que vous formez des êtres humains, ils vont aller à la rencontre d'autres humains. Absolument. Un contrat, quel qu'il soit, c'est d'accord, c'est un prix, une prestation, un objet, ça va être le bien immobilier. Mais pour que tout ça se fasse, il faut évidemment des éléments techniques, la confiance, etc. Mais c'est aussi, on raisonne à l'extrême. Vous êtes désagréable, pas souriant, l'agence est moche, vous faites la gueule, vous êtes habillé comme des pingouins, il ne vient pas vous voir. Et là, on est simplement dans la communication. Et la communication, c'est quoi? C'est l'humain, c'est le visuel, c'est l'auditif, c'est l'instinct, c'est les émotions, etc. Et pour répondre à ta question, oui, la réponse, en effet, je l'ai. C'est fondamental. C'est absolument fondamental. J'anime des formations dans des écoles d'ingé ou d'informatique. J'apprends à me connaître pour mieux comprendre et connaître l'autre. C'est la base de notre métier. C'est la base du métier. Et je vous dirais, sans galvauder votre activité, mais c'est pareil pour le gars qui, à boulanger, va vendre une machine à laver alors qu'il y a 50 modèles de machines à laver. Alors, pourquoi celle-là et pas celle-là? Pourquoi celle-là et pas celle-là? Mais qu'est-ce que va faire le bon commercial? Mais c'est quoi le besoin de mon client? Voilà. Est-ce qu'il en a besoin ou pas? Est-ce que c'est son budget ou pas? La scène du loup de Wall Street. Vends-moi ce stylo. C'est exactement ça. C'est ça l'enjeu. Et après, à chaque niveau, en fonction de l'activité, bien sûr. Mais oui, pour répondre à ta question, évidemment, l'humain. Du coup, j'ai deux petites questions que je veux rajouter. Tout à l'heure, tu nous parlais d'écoute. Oui. Ça, on ne sait pas forcément faire, ça aussi, on peut l'apprendre. Et naturellement, en parlant d'écoute, tu es parti sur des questions ouvertes. Est-ce que ça va avec? Est-ce que le fait d'être en écoute, ça induit un questionnement ouvert, tourné vers l'autre, plutôt que des questions fermées par lesquelles on va répondre oui ou non? Ouais. Et pour du coup de découvrir un petit peu plus son interlocuteur? C'est ça, c'est l'art de la question, l'art du questionnement. Il y a deux choses. C'est quelles questions on peut formuler, des questions ouvertes en effet, des questions qui sont fermées, pour orienter. La question ouverte, c'est vraiment pour explorer le champ des possibles. Puis il y a autre chose aussi qu'on oublie complètement, c'est, comme tu le dis, on ne sait pas écouter, mais qu'est-ce que c'est qu'écouter pleinement? Souvent, on n'écoute pas, on entend. Mais écouter, c'est autre chose. C'est se consacrer pleinement à la personne, faire abstraction de ses propres préjugés, accueillir l'autre. Et pour ça, il y a des façons, il y a des techniques. Et la question est importante, mais il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est le silence. Bien sûr. La nature a horreur du silence. Moi, dans mon métier, je pose des questions. En général, c'est des questions qui sont assez particulières en fonction de la nature, de la thérapie, de la personne que j'ai en face de moi. C'est des questions qui sont très larges pour laisser tout le champ des possibles rentrer pour que la personne que j'accompagne me livre tout son matériel. Et c'est aussi le silence. Tu joues avec les silences pour laisser la personne réfléchir. Si tu l'interromps pendant sa réflexion,
tu coupes son processus de réflexion. Exactement. Et il y a aussi ces différents niveaux de langage. À un moment donné, elle va apporter peut-être des métaphores, des silences, des gestes, plein de choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, tout doit aller vite. Le silence, ça n'existe pas. Ça fait peur même. C'est ça presque fait angoissant peur. pour un commercial de laisser trop de temps. Exactement. Alors, il faut aussi adapter le silence. C'est toujours pareil. On vient sur le adapter, non adapter. Mais le silence, voyez ce qui se passe quand on se tait. Il se passe des choses, beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Là. J'étais bien. Vous voyez, comme on dit dans mes modèles d'accompagnement, il est impossible de ne pas communiquer. On a envie. Voilà. On se tait, regardez ensemble, on se tait, on fait rien du tout, et en fait on communique quand même. Mais des fois, on ne parle pas avec la bouche. Il y a un sourire, ça peut rassurer quelqu'un. Je l'ai vu plein de C'est fois. de la communication. Des questions verbales, non verbales, etc. On n'a pas besoin de parler. On est dans le silence encore. C'est ça. Et l'émotion du sourire, ça rassure la personne. T'as rien dit. On te pose une question des fois qui tient même pas la route. Ouais. Et tu fais un Mais sourire, en t'as pas parlé bienveillance, 4 heures, et ouais. du coup, j'ai mon ça, ami l'enjeu. Denis Beauville qui disait un truc sur l'écoute que je trouve très intéressante, c'est que souvent les gens écoutent pour répondre et pas pour comprendre. Exactement. Et je trouve ça très pertinent. C'est exactement ça. Alors que la vraie écoute au sens noble du terme, c'est vraiment pour comprendre et pas juste se dire qu'est-ce que je vais répondre à ce qu'il est en train de dire. Et donc on est plus dans l'écoute en réalité puisqu'on est en réflexion Exactement. sur comment rebondir sur ce qui a été dit. On parlait des émotions, de la frustration, et après la frustration, il y a, quand on trouve, on est super heureux, mais il y a la peur de s'engager qui arrive, parce Oui. qu'on va prendre 25 ans de crédit, parce qu'on se dit, tiens, c'est pas anodin, c'est long, ça va loin. Cette peur, pourquoi justement cette joie se transforme en peur comme ça? Alors, est-ce que la première des questions, c'est, tu vois, je réponds toujours à une question par une question. Des formations professionnelles. La première, c'est est-ce que c'est tout le temps de la peur? Est-ce que tous les clients, une fois que c'est OK, ils ont fait le waouh, il y a peur derrière? Il y en a, ils vont vous dire, on signe demain, on se dépêche là, vous boostez le notaire derrière, parce que là, j'en peux plus. Moi, je veux pas attendre, il n'y a même pas peur, quoi. C'est speed. Il y en a, ils vont faire, oh, c'est chaud. Alors, le où c'est chaud, c'est est-ce que c'est chaud pour eux, ou est-ce que c'est chaud pour le conjoint, pour les parents et les beaux-parents autour? Est-ce qu'il y a un environnement qui fait que, oh là là, mes pauvres enfants, vous allez vous engager sur 25 ans? Mettre tout le monde d'accord. Exact. C'est ça. Et oui, à un moment donné, c'est la peur, évidemment la peur de l'engagement, mais derrière, ça peut être aussi quelque chose de sérieux, c'est-à-dire c'est la gestion en bon père de famille. J'étais locataire, j'étais libre, entre guillemets, je deviens propriétaire, et je m'attache un peu, même si je suis pour vendre, mais est-ce que je franchis le pas? Est-ce que pour mes enfants, c'est bien? Est-ce que patrimonialement, c'est intéressant? Et j'ai trouvé le bien que je recherchais, c'est super, mais est-ce que moi, de mon côté, j'ai vraiment envie? Et là, je me pose mes dernières questions. Donc, il y a de la peur, ouais, peut-être, parce qu'il y a de l'enjeu, tout simplement. Derrière, ça vient récompenser un besoin, mais là, encore une fois, c'est le réel qui revient. Ouais. En fait, c'est ça. Confronté au réel. Confronté au réel, taux d'intérêt, ça, assurance emprunteur, ah ouais, quand même, honoraire d'agence, ah oui, etc. Voilà. Et donc, tout ça mis bout à bout, là, super, on avait le rêve, et là, on revient au réel. Et c'est là où ça peut faire un... Alors, on a fait du... Waouh, maintenant, on fait du... Oh, c'est plus pareil. Là, c'était... Oh. Et puis, à un moment donné, là encore, un petit peu de temps, délai de réflexion. Il y en a plusieurs des délais de réflexion. Oui, mais ce fameux 14 jours dans le compromis, ou l'avant-vente, peu importe, mais on dit, les gens ils peuvent ad nutum dire, ah non, c'est fini, etc. Mais en même temps, l'humain, il a besoin de temps de réflexion. Alors, pour le business, ça peut faire un peu chier. Les conditions suspensives, c'est pareil. Ça vient aussi, quand on dit ça vient rassurer le client, ça vient le protéger, mais c'est aussi peut-être pour le protéger aussi de ses propres émotions. C'est une excellente remarque, très intéressant. C'est comme la période d'essai au boulot. Moi, je disais, combien de temps la période d'essai? 3 mois, renouvelable 3 mois. Oh là là, c'est long, machin. Ouais, mais attendez, la période d'essai, c'est pour l'employeur, mais c'est aussi pour vous. 3 mois, c'est rien dans une relation. Oui, en plus, ça va vite. Mais en même temps, c'est dans les deux sens. La période d'essai, c'est dans les deux sens. Le délai de réflexion, pareil. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai fait waouh, mais est-ce que j'y vais au bout? On peut donner aussi cette vision-là. Et quand un client, nous, ce qu'on appelle un coup de cœur en immobilier, est-ce que tu saurais nous le traduire en langage psychologique? Qu'est-ce qu'un coup de cœur? Le coup de cœur, alors on le rencontre, ça. C'est à un moment donné, c'est lié, je pense d'abord intrinsèquement lié à un besoin. D'abord, absolument. C'est l'identification à un moment donné d'un besoin. Alors, pour ce qui concerne votre activité, c'est
des personnes, un couple, peu importe, une famille, qui se rend compte que ce qu'elle a aujourd'hui ne convient plus. Et elles l'ont traduit comme étant il nous faut faire quelque chose de nouveau, il nous faut déménager, il nous faut vendre, il nous faut... peu importe. Et c'est souvent parce que derrière, ils ont identifié, peut-être sans le verbaliser, c'est peut-être là aussi que votre boulot est intéressant derrière, c'est qu'elles ont un autre besoin et qu'elles vont essayer de satisfaire en venant vous voir. Et à partir du moment où vous leur présentez des produits dans un environnement avec des prestations qui semblent correspondre à leur recherche, en fait, vous allez amener en face d'eux le besoin. Et si en plus le besoin, il y a un petit plus, il y a un petit bidule qui n'était pas attendu, un petit waouh, et ben là, ça tombe dans le coup de cœur. Voilà. Et là, ce qui se passe, et peut-être que vous l'avez même vécu, c'est quand il y a le waouh, le coup de cœur, les gens le vivent dans le corps. Il y a quelque chose qui se passe, ça sort. Ça sort. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que le coup de cœur, c'est une émotion parfaitement adaptée du coup ? Et c'est ça, pour le coup, ouais. Alors après, ça dépend. Parce qu'imaginez, je sais pas où est-ce que vous faites la visite avec le coup de cœur, mais si vous avez, je sais pas, votre client ou votre cliente qui se met à hurler, à courir partout, ce serait pas vraiment adapté. Mais en tout cas, c'est une manifestation de la joie. En tout cas, et le coup de cœur, c'est ça, peut-être, c'est ce waouh. Mon formateur appelle ce petit plus des facteurs moteurs, c'est-à-dire que tu as le besoin primaire de ce qui a été demandé par le client qui est assouvi, et effectivement en plus des petites cerises sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas forcément à avoir un balcon, et là il y en a un, où on pensait pas forcément pouvoir s'offrir un parking, là il y en a un. C'est ça que tu appelles du coup ces petits trucs en plus que vous déterminez en termes de prestations, par exemple, ou de compléments qui vient habiller le produit différemment. Et en même temps, ça vient peut-être aussi satisfaire les valeurs de la personne qui se dit, moi je veux bien un appart comme ça, mais si en plus, même si je l'ai pas demandé, que j'avais un balcon, ça serait super. Là, c'est un coup de cœur. Voilà. Et puis après, bim. Voilà. D'accord. Comment je pourrais expliquer ça comme ça ? Merci, c'est intéressant de le voir de ce point de vue. Quand nous, on n'analyse pas toujours. On le voit, mais on ne l'analyse pas toujours, par contre. Alors, j'avais après, plus pour les conseillers, les émotions, c'est généralement un parcours pour eux, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Ouais. Et j'aimerais qu'on parle d'un cheminement quand ils ont leurs doutes sur leur capacité à réussir quand ils débutent, qu'après, elles ont un sentiment d'invincibilité, parce que avec les petites victoires, on devient fort. Oui. Et à force de vendre, on est chaud, on est fort. Personne ne peut nous arrêter. Il n'y a plus personne. On devient incassable. Unstoppable. Ouais, moi, je suis très fort à ça. Je deviens incassable jusqu'à ce que ça casse fort. Avant de te rencontrer, maintenant, je casse plus. Je plie. Je veux plus rompre. Après, le sentiment d'invincibilité, donc le découragement, parce qu'il y a des échecs, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent arriver d'un coup et ça va se répéter. Et là, l'ascenseur émotionnel, il est très dur, parce que des fois, c'est une journée, justement. Puis, le plus important, à la fin, comment développer sa constance et sa régularité pour plus être soumis à ses émotions et vivre ses journées par rapport à ses émotions. C'est ta question là, ce que tu présentes, c'est quasiment le chemin de vie de l'être humain. Oui. Ça, c'est tout toi, ça. Okay. Tu poses une question, c'est l'histoire de la vie. Parce que je métaphorise, mais il y a du up et du down. Ouais. Et puis quand il y a du up, il y a encore du up, et là c'est un champion du monde. Mais c'est exactement ça en plus. T'en veux, tac, d'accord. Ça c'est normal. Donc, alors ça, je dis c'est normal. Ça va dépendre aussi. C'est classique en tout cas. C'est classique. Ça va dépendre aussi des profils et des personnalités. D'accord. Il y en a, ils vont pas vivre le succès, ils vont le cacher, ils vont même se flageller en disant c'est pourri, ça va s'arrêter tout de suite. Ils le vivent pas. Toi, tu vas le vivre en impulsivité, quoi, à fond les ballons. Et ça c'est normal. C'est voilà, on valide un projet. Il y a derrière ça, il y a de l'intention, c'est-à-dire qu'on fait pas ce boulot comme ça, on se dit j'ai envie d'eux et j'ai envie d'eux, et donc la réussite est là. Mais les premiers temps de la réussite, des fois, elles sont trompeuses. Les premiers temps sont trompeurs. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que c'est le syndrome d'Urbis, on appelle ça. On le voit aussi sur les tatamis, les gens qui apprennent la self-défense. Au bout de 6 mois, ils ont l'impression qu'ils sont commando marine. Ils vont dans la rue, ils disent c'est bon, on va y aller. Pof, ils se prennent une baigne, ils disent mais c'est pas possible, j'ai pas vu venir. Ça s'appelle la vie. C'est la réalité encore. C'est la réalité qui revient. Exactement. Et donc, ce qui est important dans ces métiers-là, c'est comme le métier de l'entrepreneuriat, c'est des métiers qui sont soumis à des ressorts, à des rebonds. Ça marche pas. Et puis derrière, à toute notre carte du monde, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est de ma faute ? C'est moi ? C'est l'autre ? C'est l'environnement ? C'est la conjecture ? C'est endogène ? C'est exogène ? Comment je gère ça ? En fait, la réponse, c'est ça va dépendre de la personne et comment elle se connaît déjà. Et
les jeunes qui démarrent et qui se prennent leur premier mur, leur premier succès, leur premier je me la pète et d'un coup 2 semaines après c'est fini, je suis plus qu'une merde, mais ils apprennent aussi la vie. C'est pour ça que je faisais cette métaphore sur la vie. Donc c'est un processus d'apprentissage. C'est d'apprentissage. Et puis peut-être que tu en as connu des mecs qui n'ont jamais été confrontés à ça. Réussite, ok. Échec, non pas échec. Feedback, parce qu'il y a des trucs qui sont pas faits, donc la prochaine fois je sais que quand ça se passera comme ça, bah, c'est normal, c'est la vie. Et t'en as qui vont... Nelson Mandela. Bah, mais c'est ça l'enjeu en fait, hein. C'est ça le truc, c'est bah, qu'est-ce qui m'arrive quand ça m'arrive et qu'est-ce que je ressens quand je le ressens, d'où ça vient. Et moi je dirais, bah, ça dépend de soi, ça dépend comment la cigogne vous a livré avec vos modes de fonctionnement, vos particularismes, votre propre psychopathologie aussi, parce qu'on est tous différents. Ça m'intéresse beaucoup. Je fais juste une petite parenthèse. Est-ce qu'il y a une grosse partie de la psychologie de chacun qui est innée et du coup sur laquelle on aura beaucoup de mal à influer, ou est-ce que c'est beaucoup culturel et dans ce cas-là on peut travailler dessus? Alors ça c'est la question. Mais oui. Ça c'est la question. Bon, c'est d'ordre inné, puisque déjà, par exemple, tu prends 3 frères, souvent ils se ressemblent pas. Bah, je peux te poser la question, comment tu fonctionnais il y a 5 ans et comment tu vas fonctionner dans 6 mois? Est-ce que c'est qu'il y a une possibilité d'influer Bien sûr. Ouais. Mais pourquoi? Parce que tout à l'heure on le disait, je suis persévérant, pas patient mais persévérant. Ouais. Ça je l'ai toujours. Mais tu vas continuer à être persévérant. Ouais. Tu vas continuer à être persévérant, mais de manière différente par rapport au mode d'emploi de ton fonctionnement. Tu vois. Avant, tu n'avais pas forcément tout le mode d'emploi. Ouais. Les trucs qui étaient bizarres, donc tu t'es adapté. Aujourd'hui, tu sais, tu as ton passé, tu as ton vécu. Tout ça, c'est des atouts, c'est des qualités, c'est des capacités. Aujourd'hui, tu dis, ah ben ça, je faisais comme ça avant, maintenant je vais faire comme ça. Donc en fait, il y a plein de choses. Il y a le livrable de départ. Je veux dire, un névrosé, il est livré névrosé. Un autiste, il a été livré autiste. C'est comme ça, il a son rapport à soi, son rapport au monde, son rapport à l'angoisse qui est différent. Et puis après, il y a tout ce qui peut se faire déjà dans l'accompagnement, parce qu'on découvre plein de choses. On est au début de l'imagerie médicale, par exemple. Dans 20 ans, c'est pas ce que ça va nous révéler. Et puis après, il y a l'environnement qui est favorable au développement, à l'évolution, ou pas. Exactement, familial, professionnel. Il y a la personne aussi qui peut très bien se dire, moi ça me va très bien de rester dans mes problèmes, dans mon non-avenir, dans mon non-mouvement. Pour d'autres, c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. Je suis très heureux comme ça ne bouge pas, je suis très heureux, et c'est super. Les deux sont ok, il n'y a pas de problème. Donc pour répondre à ta question, et ton interrogation de ton côté, c'est ça, c'est l'humain, est-ce qu'il y a un modèle d'évolution propre? Alors on sait, grosso modo, oui, il y a tel que tu as été livré, il y a ta personnalité, il y a l'acquisition des compétences, des expériences, l'environnement qui joue beaucoup. Moi j'ai l'habitude de dire, j'ai super du bol, c'est que je suis né dans ce pays-là il y a 52 ans. Et j'aurais pu naître en Érythrée, j'aurais pu naître au Galapagos ou en Laponie, je sais pas. Mais voilà, je suis né ici, grosso modo, on a quand même... Il y a pire pour naître. Voilà, tu vois. Mais ça me rassure ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'on peut influer sur sa vie. Et tu m'aurais répondu le contraire, ça aurait été presque angoissant pour moi, de se dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et avec tous les podcasts qu'on a fait sur le développement personnel, le mindset, etc., si la réponse elle avait été écoute, t'es né comme ça, de toute manière quoi que tu fasses ça bouge pas, ça n'aurait servi à rien. C'est ça l'enjeu. Moi je me dis, à un moment donné j'ai cru que les personnes ne pouvaient pas changer, j'y ai cru, mais je pense que c'était vraiment une croyance. Il y a deux choses, je pense qu'une personne qui veut changer, elle peut changer, mais il faut déjà qu'elle veuille changer. Et puis après, par rapport à son souhait de changement, il faut qu'elle tombe dans les bonnes conditions, le bon environnement, éventuellement les bonnes personnes. C'est ces deux invariants-là que moi j'ai identifiés, la volonté et l'environnement. Enfin, avoir envie de changer, sinon c'est... Bien sûr. Et puis envie, voire bein même. Je pense que mais derrière, on arrive à un moment où c'était plus une envie, c'était presque vital. Voilà. Et derrière, souvent l'envie, derrière, on revient aux émotions et derrière il y a un besoin. J'ai besoin d'un ailleurs, d'un autre, de quelque chose. Et le changement peut arriver là. Ce qui me rend triste dans ce que tu me dis, c'est que tu contredis mon ami Jean-Jacques Goldman qui dit on ne change pas. Et c'est bien la première fois que je ne suis pas d'accord avec Jean-Jacques. Je comprends. On change. On peut changer. On ne change pas. Si on peut quand même. Ça dépend de soi. Ça vient en karaoké. Est-ce que tu avais d'autres questions pour Eric sur l'aspect commercial? Parce que sinon j'avais une dernière question. Moi j'en avais plus, c'était vraiment le parcours, c'est fait. Et par rapport au parcours,
puisque Mickaël, tout à l'heure, a dressé ton parcours personnel et qui nous a parlé de 2 périodes de ta vie qui étaient difficiles, avec une dépression et un burn-out. Est-ce que tu penses que pour être un bon thérapeute que tu es, il faut passer par des épreuves de vie personnelles pour justement arriver à comprendre? Est-ce que si on a une vie trop lisse, c'est difficile après d'aller travailler sur les autres? Avant toi. Après, donner ton avis en tout cas, bien sûr. J'étais boxeur. J'ai connu des très bons coachs. Mais ceux qui ne connaissaient pas, c'est-à-dire qui étaient confrontés au sac, je voyais la différence. J'ai eu une bonne coach, moi, une portugaise. Ouais, tu en avais parlé. Qui avait beaucoup rentré plus dans la tête que dans les mains d'ailleurs. Et elle m'a appris à avancer. Et le truc qui est important, c'est qu'elle avait ce vécu, elle comprenait. J'ai eu des gars qui étaient très bons, hein, mais ils l'avaient pas fait. Et ils savaient pas ce que c'était. Alors c'est super d'arriver en forme, mais de prendre une cacahuète, de faire une crise d'hypoglycémie, puisque tu es à la diète depuis 3 semaines, tu t'entraînes 6 heures par jour. Si tu l'as pas vécu, quand tu peux pas savoir. T'es mort, et puis c'est bien, hein, t'arrives. Et c'est un sport où petit à petit tu perds tes capacités, parce que tu t'en prends 1, 2, 3, 4, et puis t'arrêtes pas de réduire, il faut aller jusqu'au bout. C'est beaucoup dans la tête. C'est dans la tête. Et ceux qui l'avaient pas vécu, je parlais avec eux, ils me disaient vas-y, mais elle parlait pas pareil, parce qu'elle disait t'es mort, mais continue de marcher. Avance, t'as pas le choix. Ouais. Eux, pour les autres qui l'avaient pas vécu, c'était presque facile quand tu les entendais. C'était facile. Donc c'est ça en fait, c'est ce que dit Mika, et je pense que c'est peut-être ce que tu vas nous dire aussi, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Le fait d'avoir vécu les choses aide à les transmettre, à les comprendre et à être plus efficace que si on les a appris en théorie, comme le boxeur, le coach qui connaît le principe de la boxe mais qui l'a jamais pratiqué lui-même. Il peut être très bon dans il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Bien sûr. Mais il sera jamais aussi bon que quelqu'un qui l'a fait lui-même. C'est dans la tête. Et le mental, je pense que c'est une fois que tu t'es dedans que tu peux toucher le mental. Hein. Je comprends cette question, elle est importante. Elle touche en fait à la question de légitimité quand tu es thérapeute. Presque, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et je peux pas dire que je suis légitime à accompagner les gens, parce que moi aussi, j'ai eu mon parcours de vie. En fait. Ça serait réducteur. Ouais, ça serait réducteur. Ça veut dire que j'ai une jambe cassée, donc je peux être chirurgien orthopédique si je prends le même chemin. D'accord. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je vois une personne qui a eu des difficultés de vie, là où ce que moi j'ai traversé, là où ça m'aide, après c'est aussi des qualités intrinsèques qu'on a. Hein. On va pas à l'accompagnement des personnes si on n'est pas un peu empathique et on n'a pas envie d'aider. C'est important. Mais ce que mes parcours là m'ont appris, en fait, c'était des merveilleux voyages. C'est comme ça que je le dis. Seuls les moins de 20 ans. C'est Jacques Martin qui disait ça, qui avait fait une dépression il y a longtemps. Il dit c'était un merveilleux voyage. La dépression, c'est un merveilleux voyage quand on s'en sort, parce que là, les pauvres, ils ne sortent pas. Première des choses. En plus, c'est Philippe Labro aussi qui avait fait un bouquin là-dessus, qui à l'époque, que je sortais de ma dépression, c'est ma mère qui me l'avait offert. Il avait parlé de sa dépression dans un bouquin, et le titre, c'était un proverbe chinois, je crois, c'était tomber 7 fois, se relever 8. Ouais. En fait, ça me permet, moi, quand quelqu'un vient parce qu'il a une dépression, parce que, par exemple, il a un trouble anxieux, parce qu'il vit des angoisses, je sais ce que c'est. J'en ai pas une vision académique. Encore que, est-ce que ça m'empêcherait, avec des outils très spécifiques, d'accompagner quelqu'un dans de l'angoisse, alors que moi, je l'ai pas vécu? Je te dirais non. Voilà. Par contre, c'est certain, c'est que ça me donne, ce qu'on peut se dire là, c'est-à-dire, à la boxe, ça me donne de l'expérience, du vécu. Voilà. Donc peut-être que ça assoit un peu plus ma capacité à accompagner. Moi, et une empathie réelle, non pas que l'autre soit feinte, mais le fait de l'avoir vécu. Mais je sais ce que c'est. C'est plus facile de ressentir. Je sais ce que c'est. Et donc dans mon discours, parce que je suis quelqu'un je suis transparent, j'ai souffert très longtemps des faux semblants, du faux self, etc., de la façade en entreprise, on se dit bonjour et on se déteste, etc. Dans le métier de l'accompagnement, aujourd'hui au quotidien, c'est tout l'inverse, quoi. J'ai une posture de thérapeute, évidemment, je mets mon habit de thérapeute, d'écoute, de posture basse, voilà, je veux comprendre ce qui se passe. Mais il y a quand même l'homme derrière, quoi. Mais derrière, il y a le bonhomme, et le bonhomme, il y a des moments, il les cache, il est direct, parce que l'alliance thérapeutique est en place, et la personne, oui, elle a une dépression, elle n'est pas bien, je suis très bienveillant, mais je vais pas être complaisant, parce que c'est la remise en mouvement. Et donc, je sais très bien, un dépressif, tu lui dis pas, bouge-toi, allez, c'est rien, ça va passer. Il faut pas entendre ça.
Bah oui, je comprends, c'est difficile. Aujourd'hui, c'était moins bien qu'hier. Peut-être que demain, ça sera un petit peu plus lumineux. Et justement, on va aller travailler là-dessus et avancer sur ces petits trucs un petit peu plus lumineux. Parce que le dépressif, il est dans son monde, il est un peu coupé de ses émotions. Le cerveau, il a dit, on arrête, quoi. Et là, je sais ce que c'est. Et comme le burn-out, le mec, il arrive à moi, il me dit, je sais plus ce que je veux faire de ma vie, c'est chiant. J'en peux plus, j'arrive plus à me lever pour aller remplir mes tableaux Excel. Je dis, ouais, ok, c'est bon, on a fait off. Ah, bah, on va repartir à un, c'est pas grave, ça. C'est un problème de sens, d'alignement, on va retrouver le sens. Je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Et dans un univers franco-français où il y a encore 15-20 ans, dépression égale fou. Mais vraiment. Hôpital psychiatrique, tout ce que tu veux, anxiolytique, bon. Ben non, c'est des gens, c'est un accident de vie. Ben ouais, les gens ils chopent une C'est pneumopathie, l'étape, bah ils ont été malades 6 mois. Ben moi j'ai chopé une dépression, j'ai été pas bien pendant 6 mois. Et ben c'était super. Oh, puis c'est une remise en question, non? C'est les Mais oui, corps qui parlent de toute il y a plein de façon, choses qui se D'où passent. le merveilleux voyage Mais oui, quand tu t'en sors. quand tu t'en sors, parce que là sa dépression elle peut t'amener au bout, quoi. Ouais. Mais il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de gens qui sont Comme une malades. pneumopathie d'ailleurs. Pneumopathie, un récidive de cancer, des gens qui traitent ça pendant 10 ans, et bah ouais, je pense je les plains bien plus que moi avec ma petite dépression. Ouais. Mais donc, pour autant, j'aurais chopé un cancer, ça me donne pas le statut de cancérologue. Et comme la dépression me donne pas le statut de psychiatre. Très bonne Mais ça me légitime. Il y en a beaucoup qui communiquent sur les réseaux sociaux en disant j'ai fait un burn-out et donc Ouais, faut pas non plus, Bon. je suis d'accord, faut pas s'en prévaloir. j'ai fait une pneumopathie, donc je vais vous aider à arrêter de fumer. Bon, ok, C'est d'accord. pour ça. Quoi. Oui, c'est beaucoup parce qu'ils mettent de l'identité. Moi, je mets pas en avant mon parcours de vie, mes atypismes, comme ça, blablabla. C'est ma vie, c'est comme ça. Je vais pas faire chier les autres avec. Par contre, ça me donne des ressources, des capacités, une façon de voir le monde différent et donc les gens. Voilà, pour répondre à ta question. Parfait. Je te dirais. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Moi, j'ai choisi une voie de reconversion. Je me suis posé la question, est-ce que je retourne à la fac, psycho, bac plus 4, bac plus 5, nanana, je vais au sortir pour apprendre quoi? Plein de choses. C'est très éclectique. C'est vraiment holistique. Mais c'est plutôt une formation pour aller travailler en institution, pour faire De la théorie. pour faire du bilantage, pour faire voilà des choses comme ça. Mais aujourd'hui, sortir de la fac pour un modèle thérapeutique, je pense qu'ils savent pas trop quel modèle thérapeutique utiliser parce qu'en fait, c'est pas vraiment enseigné. Et les meilleurs psychologues qu'on a aujourd'hui, vous voyez, vous regardez sur Doctolib, ils ont fait une spécialité, ils se sont reformés après la fac en TCC, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. En phobie, en en termes de- TOC, oui, en exactement. ADH. En EMDR, il y a un truc qui marche super bien pour les traumas. Par exemple, je cite le cas de la gestion du psychotraumatisme. À la fac, ils vont vachement bosser sur la dissociation liée au traumatisme, sur la dissociation, par exemple, qu'on appelle péritraumatique. Mais à la fac, ils n'apprennent pas le EMDR. Alors que le EMDR, c'est fondamental. C'est une méthode de retraitement du traumatisme. Ils n'apprennent pas à la fac. Voilà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, soit on se bagarre, on se dit, c'est nul, ça marche pas, c'est une chose. Ou alors, on essaie de trouver des solutions, et puis on avance, quoi. Et c'est hyper intéressant en tout cas ce que tu viens de dire. Par rapport, on parlait de TDA, TDAH, dans les métiers de l'immobilier, est-ce que c'est adapté? Parce qu'on sait aussi TDA, TDAH, ça cache souvent d'autres choses encore. C'est jamais assez facile sinon. Ce qu'on appelle des comorbidités. Ouais. Comorbidité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir derrière d'autres pathologies associées, et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir. Alors moi, mon métier, c'est pas le diagnostic, c'est le psychiatre. Moi, j'ai des hypothèses diagnostiques qui se présentent à moi, et quand j'ai un doute, hop là, on fait valider. Tu fais valider par le psychiatre. C'est super important, mais c'est ce que fait le psychologue aussi. À un moment donné, hop là, on lâche l'affaire, et c'est important. Et le sage est celui qui connaît ses limites. C'est ça le plus important. Sergent limite. Sachant que toi, tu n'as pas le droit de médicamenter un patient. Pas Il n'y a du que tout. le psychiatre. C'est que le psychiatre qui peut faire ça. Et pour répondre à ta question, que j'ai perdue d'ailleurs. Est-ce que le TDAH est compatible avec le... Compatibilité. Il y a le TDAH, le trouble neurodéveloppemental tel qu'il est en fait expliqué notamment par le DSM-5, qui est la base, je dirais, diagnostique des différents troubles mentaux ou troubles de l'apprentissage et peu importe. Mais après, chaque TDAH est différent, puisque derrière, on va y adosser. Alors, il y a des spécificités propres au trouble, évidemment. Et donc, en fonction de la personne, de la nature de ce trouble, la façon dont il le vit, en fonction aussi des stratégies d'adaptation que la personne a mis en place. Pour le TDAH, s'il y a une médication, qu'est-ce qu'elle a permis de stabiliser? Il y a tellement de paramètres. Alors, il y a des métiers, évidemment, qui peuvent être plus difficiles que d'autres.
Je te donnais une fois l'explication de, voilà, j'ai un TDA, ok, mais bon, je suis sur une chaîne de montage de brouettes. Et je fais que ça toute la journée à monter des écrous. Et il y a une brouette qui vient toutes les 45 secondes. Bon, TDA, qui va vraiment foutre le bordel. Un petit TDAH peut-être, parce que le mec il va vouloir gesticuler un peu. Je te vois bien, tiens, sur une chaîne de Je montage. travaillais à la chaîne, moi. À Renault et à Peugeot, deux, Bon, ça devait être dur. Ouais, c'était pas facile. Voilà. Je faisais des pompes entre les voitures. Voilà, donc c'est ça, c'est qu'après ça, c'est parce que là, il y a le H avec l'impulsivité. Tu vois, c'est pas les problèmes attentionnels ou de concentration. D'ailleurs, c'est qu'il y a ce besoin-là. Donc en fait, c'est ça l'enjeu. C'est imaginons quelqu'un qui a beaucoup d'administratifs avec un administratif réglementaire derrière. Vous prenez des gens. C'est moi ça. Non, mais c'est super important. C'est dur. Quelqu'un qui a du mal à planifier, à organiser, à valider en fait ses échéances. Où tout est un peu compliqué. Alors, il peut y avoir des stratégies d'adaptation qui sont d'avoir une excellente assistante, par exemple. Et là, vous êtes juste là pour superviser quand vous le pouvez, etc. Mais il y a des métiers, en effet, ouais, dans la relation client, quelqu'un qui a un TDAH, par exemple, et qui a une clientèle spécifique. Moi, je sais pas, avec des enjeux patrimoniaux importants, des personnes qui sont posées, et vous arrivez, une espèce d'électron libre qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Le client dira, bah lui, il est sympa, votre commercial, hein, il est vraiment gentil, hein. Il mange beaucoup de petits gâteaux, mais alors qu'est-ce qui bouge? J'en veux pas. Vous voyez? Donc c'est Adapté ou pas adapté. Et voilà, adapté, pas adapté. Il n'y a pas de solution miracle. Par contre, il y a des modalités d'accompagnement en fonction de la personnalité, du vécu de la personne, de ce que présente comme difficulté au quotidien son trouble aujourd'hui. Est-ce qu'il a été stabilisé ou pas? Sur quels aspects de ses cognitions il a été stabilisé ou pas? Ben voilà, on va faire des adaptations environnementales, systémiques, routinières dans la journée ou dans la semaine. La routine, beaucoup. Discipline. Ouais, c'est ça. C'est ce que je t'avais dit au début. Mais ça fait partie des premiers éléments, en effet, parce qu'il faut arriver à mettre du rituel. Donc, et aussi à l'environnement. Si on est dans un bon TDAH, bien campé, dans un environnement professionnel qui est pas bienveillant, qui est pas à l'écoute, Ça peut pas fonctionner. ou qui le permet pas pour les outils, etc., ça peut être difficile. Ouais. C'est toutes ces strates-là qu'il faut arriver à aligner. Je refais encore cette image, hein. Mais elle est très intéressante. J'ai mon sujet TDA, j'ai son environnement, est-ce que ça match ou pas, et où est-ce qu'on a le décalage, en fait. Et voilà, et l'environnement joue énormément. On sait aujourd'hui, dans l'accompagnement du TDAH, pour les enfants, par exemple, il y a des protocoles d'accompagnement qui sont très systémiciens, qui viennent impliquer la famille dans le fonctionnement. En fait, le TDA, il est là. Donc, on ne peut pas dire il n'est pas là. Non, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? On va l'adapter. C'est ça l'enjeu. Donc, pour répondre à ta question, il y a des moyens, il y a des métiers qui sont propices. Je ne pense pas qu'un TDAH pilote d'avion non accompagné soit sur Starship X en train de décoller sur Mars. Ouais. Encore que, si tous les outils autour sont OK, on verra un premier Martien sur Mars. OK. Mais là, tu es en train de soulever une angoisse chez moi en tant que manager. Parce que là, je suis en train de me dire, mais si mon métier aujourd'hui, c'est de comprendre tout ça, d'analyser tout ça et de savoir répondre. Mais c'est ça ton métier. Non, mais c'est ça mon métier. Quand je te disais, moi, par exemple, quand on parle, mais je me dis quel tout le temps, manager? toi, t'es un manager. Moi, ouais. je suis manager. Mais mon taf, c'est parce que de l'immobilier ou du management, c'est la même chose. Je suis passionné par comprendre les gens. Et quand tu me dis, tu comprends, t'arrives à la fin réellement ça quand tu y penses. Non, on a fait. Comme ça le fait reste, 25 ans que je fais ce métier, la même chose de ton côté. Combien de managers t'as vu qui s'intéressent réellement à leur équipe pour comprendre ça et chercher des solutions adaptées pour dire bon, non, tu regardes, on a plus tous, moi aussi parfois, tendance à dire c'est comme ça. Donne des process. Et de faire intégrer effectivement. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, si on fonctionne comme ça, de faire appel à des services. C'est ça. Nous, on est facilitateurs, on porte un regard extérieur par rapport à un environnement. On vient apporter des éléments de comparaison, d'explication par rapport à une problématique ou un mode de fonctionnement. C'est ce qu'on fait, nous, par exemple, en coaching. Coaching pro, voilà, c'est ça, coaching en entreprise. On fait un bilan. C'est quoi votre situation actuelle, votre état présent, et c'est quoi votre état désiré? Vous voulez quoi plus tard? Et comment on fait pour y arriver? Puis là, on se dit, il y a ça, il y a peut-être un environnement organisationnel, accompagnement humain, peut-être disposition des lieux aussi, ça peut jouer aussi dans la fluidité, dans les échanges. C'est énormément de paramètres. Il n'y a pas, pour répondre à ta question, il n'y a pas
c'est ça le management en fait. Hein. Et on peut être très bon manager. Il y a d'excellents managers parce qu'ils sont au cul des équipes. Moi, c'est ce qu'on j'appelais, je reprends une expression d'un ancien directeur que j'ai côtoyé, mais c'est le management de coin de bureau. C'est le management de t'es assis au cul des bureaux de tes collaborateurs et quand tu leur demandes ça va le matin, tu sais tout de suite si la réponse elle est bonne ou pas quoi. Ça va, ouais, ça va. Non, toi je vais te voir tout à l'heure. Voilà, ça c'est le management de coin de bureau. Et puis il y a le manager qui salue, il est déjà parti. Le mec il est déjà arrivé et en fait il est déjà reparti. Et là, comment il sent les trucs. Alors dans une petite structure, les enjeux sont pas les mêmes. Aller, mais effectivement. Sur des grandes structures, des grosses équipes où il y a de l'inertie, on savait un matin, le mec il est plus là, donc il s'est pendu. Okay. Voilà. Mais ça peut arriver aussi dans les petites structures, parce que si toi, directeur, tu arrives ici avec ta charge émotionnelle le matin, les équipes sont comme ça et tu arrives pas pour détendre ou être au cul du camion, comme je le dis, proche de l'humain, et tu veux t'en péter tout le monde, bande de connards, on en est où là? Allez, sors-moi le tableau Excel, bidule, parce que tu as toute ta tension. Super, ça va bien bosser là. Mais tu dis ça de manière caricaturale, mais je t'assure que ça existe, malheureusement. Évidemment. Malheureusement, ça existe. Et je critique pas, parce que l'humain il est comme ça. Mais sinon, si jamais on n'a pas envie d'aller réfléchir à tout ça et qu'on veut mettre en place des process et se dire à ces équipes, c'est comme ça, c'est pas autrement, à ce moment-là, il faut profiler des gens qui sont compatibles éventuellement. Qui suivront ça. Mais on peut pas recruter un Michael, en gros, et vouloir en faire un mec qui rentre dans un moule, dans une case. Ça, c'est pas possible. Ça peut demander beaucoup plus d'efforts. Ça, c'est évident. Et puis, au final, est-ce que c'est possible? C'est vraiment un point d'interrogation. Oui, ça a marché Est-ce qu'il sera heureux? Je m'adaptais. Mais c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Mais avant, je le faisais, il s'adaptait. J'apprenais. Il y avait beaucoup d'investissements, beaucoup de charges, beaucoup de dépenses pour y arriver. Et puis, il faut aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que l'environnement de l'entreprise le permet d'accompagner ça? Est-ce que le chef d'entreprise est OK par rapport à ça? Et puis, à un moment donné, on l'oublie aussi, et un peu ma cape RH qui vient là, mais c'est important. Mais à un moment donné, il y a un contrat de travail. On est là pour exécuter un contrat de travail. Prestation contre rémunération. Donc, après, on peut y mettre des capacités d'adaptation et de souplesse, évidemment. Mais au final, si dans le métier, t'es obligé. Le chef d'entreprise, il dit, c'est ça, le reporting, c'est ça, la contrainte administrative, c'est ça, et au 15 du mois, c'est fait, et ça, au 20 du mois, c'est fait. Faut bien que le patron, il fixe la ligne aussi, quoi. Et puis, si on peut pas adapter, on peut pas adapter. Mais oui, pour répondre à ta question, il y a des moments, c'est peut être difficile d'adapter. Ouais. Et j'avais une deuxième question, du coup, à te poser. Je te fais une proposition là en direct live devant tout le monde. Est-ce que tu serais d'accord pour donner des interventions, des formations dans notre école avec Mika sur l'aspect psychologique, notamment le thème dont tu nous as parlé tout à l'heure, mieux se connaître pour mieux comprendre l'autre. C'est typiquement ce qu'on veut. Moi, tu m'as pas demandé, ça se trouve, je suis pas d'accord. C'est vrai. Mais en même temps, avec l'introduction, j'allais dire deux choses. Avec l'introduction, on en a déjà parlé. La première, c'est avec Monsieur Coelho, bien évidemment. Et la deuxième, c'est évidemment oui, mais c'est toujours pareil. C'est en fonction de quoi avez-vous besoin en fait. C'est ça aussi. Voilà, c'est un thème entier, ça. Faudra qu'on en reparle. De quoi avez-vous besoin on sait, en termes de quoi nous on a besoin pour délivrer quel message à délivrer auprès de qui, avec quelle finalité, pour quel but, pour quel résultat, etc. C'est une bonne question sur laquelle réfléchir. Nous, je sais qu'avec Mika, on a une vision très similaire des choses. Moi, je suis un peu encore plus décalé encore. Toi, t'es encore plus. Mais c'est vrai. Moi, j'ai un côté un peu terre à terre, c'est-à-dire que dès qu'on a une idée, moi, la première question que je pose, c'est comment on la monnaie. Et la réponse de Mika, c'est vas-y, on s'en fout, viens, on fait les choses bien, et après, on gagnera de l'argent. Ouais, mais c'est aussi toi, tu connais beaucoup de choses. Et puis, t'es convaincu par la formation. Je suis moins convaincu par ça. Moi, je suis à fond dans l'action, et on apprend en faisant. Oui. Et je suis justement dans les formations. Je cherche aujourd'hui. Parce que c'est ce vers quoi on tend, c'est de faire des formations, mais où il y a beaucoup moins de théorie. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. On n'est pas assis, on parle pas pour des choses qui rentrent pas. Pour vous rassurer, ce que vous dites là, en fait, quand j'interviens en entreprise, dans les écoles, en formation, en fait, il se passe toujours cette même chose-là. Je pose toujours cette question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte? Dans quelle finalité? Pour quel but? Pourquoi? Etc. Le podcast, il est en train de tourner en psychothérapie de couple. Je te raconte pas. Je sais même pas si on va mettre ça. Non, mais peu importe. Mais c'est exactement ça. C'est ok, une formation, mais avec grand plaisir. Je vous réponds. Voilà, après, c'est juste à bâtir ensemble. Pourquoi faire? Comment on l'intègre? Tu veux le fond du truc? Non, c'est pour les personnes atypiques en fait, et ça va pas te surprendre. Et c'est justement les personnes qui peuvent apprendre plein de choses, mais pas de la manière dont on leur apprend. D'accord. Et puis je suis au courant en fait. Ok, d'accord. Donc je me disais voilà, je pense savoir de quoi on a besoin pour faire ça. Je fais une parenthèse, mais ouais, les formations, c'est ça, c'est typiquement
On se dit, de quoi on a besoin, pour former qui, quel auditoire, pour quelle vision opérationnelle à court, moyen, long terme, etc. Et puis, il y a cet aspect aussi, qu'est-ce qu'on fait? Formation descendante, moi, je suis pas comme ça. C'est 2 concepts dans mes formations, à chaque fois, c'est ça. C'est expérientiel et immersif. Voilà. Non, mais on parle la même langue. Vous êtes opérationnel. Ouais. Vous êtes des gens opérationnels. Oui, nous on est dans l'opératif, on concept, continue on est ce pas- métier, on n'est plus justement uniquement. Et puis on en parlera bien plus précisément tout à l'heure, mais juste une petite parenthèse, c'est que Michael disait que tu l'avais diagnostiqué TDAH. Alors ça fait très effet de mode, mais on se rend compte quand même, surtout parmi les commerciaux, où tu as beaucoup de gens qui ont ce côté, alors peut-être pas TDAH, mais TDA, Oui. HPI, etc. Exactement, ouais, c'est Et possible. ça se forme pas, ce profil de personne, de la même manière que d'autres. Et c'est là où Mika, c'est un leitmotiv pour lui, de s'adapter à ces personnes que tu appelles un peu atypiques. Je le vis, en fait. Exactement. Et j'aime bien me former. Le pire, c'est ça. Sauf que mon attention est très réduite. Bien sûr. Et le pire, c'est surtout de n'avoir rien retenu. Et puis comme j'ai un problème avec le temps, c'est mon deuxième problème, c'est que j'ai tout le temps l'impression de perdre du temps. Rester 4 heures assis à faire quelque chose, j'en ai pas attrapé une seule. C'est horrible pour toi. Non, mais c'est une dur. vraie douleur. C'est tout l'enjeu. Alors on dit, il y a ce côté effet de mode, Barnum, tout ce qu'on a en ce moment. Sauf qu'on a 50 ans de retard avec les États-Unis. Oui. Donc à un moment donné, il faut bien les identifier, Oui, ces gens-là. C'est un des pans de spécialité que j'exerce. Hein, c'est l'accompagnement de ce qu'on appelle des troubles neurodéveloppementaux, DHP, HPI, THPI. Alors on dit c'est 2-3% de la population. Ouais, ok, c'est 2-3% de la population. On les a pas tous détectés déjà, première des choses. Et puis deuxième des choses, ces gens-là ils vivent avec d'autres personnes. Ils travaillent avec d'autres personnes. Donc en fait, il y a un effet induit dans l'environnement qui est vachement important. Les familles sont eux aussi confrontées à ça, bien sûr. même si elles ne portent pas le trouble. L'environnement du travail aussi. Et en effet, les capacités d'apprentissage, de compréhension, de mémorisation sont différentes. Et l'enjeu est là. Moi, je le vois, j'accompagne des HP, des THPI. Je peux pas appliquer des modèles d'accompagnement standard. C'est impossible. C'est absolument impossible. Et c'est le propre de la formation du thérapeute et même dans vos métiers. Il faut s'adapter. Adaptation. Et surtout en ce moment, tout va vite dehors. Tout est à fond tout le temps. Si on s'adapte pas, et à plus forte raison, avec des gens comme ça. Voilà. Les gens comme ça vont plus vite normalement. Donc, bien sûr. Ils vont plus vite si tu as le bon, Il faut, si t'as la bonne voilà, approche. Il faut trouver la bonne approche. On fait pas une session de 5 heures, du descendant, avec des chaises, c'est l'enfer. Non, on fait 20 minutes, des petites activités, un petit quart d'heure, de la restitution, du feedback, on boucle comme ça et on avance comme ça. Et là, on peut bouger, on n'est pas forcément bouge, et la assis sur des en fait, chaises. c'est surtout sur le TDA, TDAH, et puis aussi les HP, c'est l'idée à la minute, ils vont faire des liens là où les autres ne le font pas, etc. Il faut mettre de la dynamique, il faut mettre de l'entrain, il faut mettre de la variété. C'est pas un truc où vous asseyez les personnes dans un amphithéâtre et ça descend, et ça descend, et ça descend. On les perd, au bout de 20 minutes, c'est fini. Ciao, bye bye. Et dès leur plus jeune âge, tu parlais de ton fils, Mais bien sûr, tu vas l'aider à déjà 8 heures assis dans une école pour mon fils qui est en primaire, je sais que c'est une souffrance, il ne tient pas en place. C'est difficile. Et il n'y a rien d'adapté. Quand tu dis Non. qu'on a 50 ans de retard sur les États-Unis, c'est factuel. C'est-à-dire que là-bas, ça a été identifié, des solutions. Là, si tu es TDAH dans une école primaire classique, je suis au courant. Tu te fais c'est rouster horrible, toute la ça journée va, comme si tu étais là pour faire chier le monde. Ça va un Exactement. peu mieux aujourd'hui en fonction des écoles, on le dira comme ça va quand même un peu mieux. Beaucoup de choses qui sont mises en place. Et ça reste difficile. Et ça reste aussi une forme un peu d'étiquette. C'est-à-dire que, il est là. Bah, super. Non, il n'est pas là. Il est juste différent des autres, voilà. Mais il est avec les autres, quoi, normalement. Mais non, c'est pas vu comme ça. Alors, j'ai posé une question difficile à répondre pour toi parce que je vais t'interroger de manière globale sur ta profession. C'est le sentiment que j'ai. Justement, on vient de l'identifier, tout ce qui est TDAH, HPI, etc. en France. Ouais. On n'a pas beaucoup de spécialistes, t'en es un, et c'est pour ça que je suis vraiment content de t'avoir rencontré de la question. Mais en même temps, pour le vivre pour mon fils, on est obligé d'aller voir ce genre de spécialiste pour faire les tests, pour s'être diagnostiqué, pour être éventuellement médicamenté. J'ai quand même l'impression que les pédopsychiatres et les personnes qui se disent spécialistes de la question aujourd'hui, on parle surtout d'élèves qui sortent à peine de l'école, qui ont fait peut-être 2-3 modules sur la question. J'ai vraiment pas l'impression qu'aujourd'hui, en termes de compétences sur la matière, en France, on ait beaucoup de gens capables d'accompagner ces personnes-là. Est-ce que je me trompe ? Non, enfin, il faut dire qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits sur les 10-15 dernières années. Moi, c'est vraiment un sujet qui m'a
qui m'a porté intellectuellement pendant très longtemps, parce que je suis en partie concerné par ça, J'imagine. à titre perso, Bien sûr. mes enfants aussi. Et en même temps, je me suis donc beaucoup documenté et renseigné, même en me lançant dans mon parcours de reconversion. Et il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire comme ça, la fac de psycho avec un bac plus 4, bac plus 5, je vais pas me faire que des copains, mais beaucoup de gens qui sortent de la fac de psycho le disent maintenant, la formation en France en psychologie n'est pas véritablement adaptée à l'accompagnement en libéral en cabinet. On n'apprend pas la thérapie. C'est le sentiment que j'avais, que tu confirmes. Sur certains, neuropsychologues par exemple, j'en connais, ils sont connus dans le métier, ce sont vraiment, alors ils ont un côté peut-être un peu universitaire, mais qui sont hyper pointus sur certains domaines. TDA, TDAH, troubles neurodéveloppementaux, voilà. Et il y a la documentation, il y a les formations. Et puis après, il y a le modèle de chacun des thérapeutes. Est-ce que le thérapeute qui sort d'un bac plus 5 a envie de se repalucher une année de formation sur les troubles neurodéveloppementaux, etc. Enfin, et après, il y a des psychologues qui sont extraordinaires, des neuropsy qui sont super investis, et donc il faut arriver, deux choses, c'est à trouver la personne compétente, on est d'accord, mais ça c'est pareil même en maçonnerie, et même dans les corps de métiers intermédiaires. Première des choses, il faut trouver des gens compétents qui ont envie de bosser, et se remettre en question. Et puis deuxièmement, là je suis parti. Mais c'est le but, on est là pour... donc c'est la personne compétente, et puis deuxièmement, trouver aussi la personne qui convient à la personne qui a besoin d'être accompagnée. L'adaptabilité depuis tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut aussi que l'alliance se mette en place avec son thérapeute. Il ne faut pas hésiter non plus à faire plusieurs thérapeutes pour trouver le bon. Mais comme on sait que c'est difficile de trouver des rendez-vous, le choix il est compliqué parce que les gens sont soit pas dispo, soit pas compétents, etc., etc. Et en plus, on ne parle pas des tarifs et tout ce qui va autour, etc. Et c'est donc ta réponse, oui, elle est, je la nuance bien évidemment, que les psychiatres c'est quand même des médecins, c'est eux qui sont habilités heureusement à poser des diagnostics et c'est les seuls, c'est eux qui font les prescriptions médicales, donc ça c'est absolument fondamental. C'est fini, c'est tout bon. Bah moi je pourrais rester encore 3-4 heures comme ça, mais c'est possible. Et il va commencer à nous faire payer, Eric. Autre chose, mais non, un grand merci, un grand merci de m'avoir accueilli ici. C'est d'autant plus agréable que je retrouve Michael dans un autre contexte. Et j'aime ça. J'aime bien voir les gens que j'accompagne ailleurs, parce que le cabinet c'est sympa, mais ça me permet de voir aussi comment les gens sont aussi. Qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur, de rencontrer d'autres personnes. On aura l'occasion de se revoir. Et c'est super chouette. Et j'étais très flatté, très honoré de venir ici. Déjà, la première des choses, c'est très honoré de ça. Quand on fait ce métier-là, on n'attend pas du tout Moi, je fais pas ça pour les merci. Je suis clair dans mes propos, mais c'est toujours agréable à entendre. Et puis, je me dis toujours si dans ce parcours professionnel nouveau, voilà, qui se poursuit là et que je voudrais jusqu'à la fin de mes jours, si j'ai pu aider une personne, c'est que j'ai accompli ma mission. Donc je pense que j'ai accompli ma mission. Je ne vais pas m'arrêter pour autant. T'as accompli ta mission. Moi, je te remercie à titre perso et puis merci d'avoir accepté l'invitation parce que ça rend ce podcast enrichissant et qu'on avait un fil. Et je pense que démarrer comme ça, c'était aussi pour nous important pour mettre les choses à plat par rapport au métier et pour expliquer que le métier, on le disait, avoir des personnes qui ne sont pas dans le métier mais qui peuvent le comprendre de l'extérieur et apporter. Et puis on a plein de points dans ce podcast sur lesquels on va revenir, puisque on va parler beaucoup de TDAH, beaucoup d'immobilier, beaucoup de psychologie. Je sais pas si je vais parler, mais je vais le faire, ça le TDAH. C'est important, mais vous avez raison, on est bon tout seul, mais on est encore meilleur à plusieurs. Ouais, ça c'est une évidence. On est vraiment là-dessus. Puis moi je suis convaincu de ça, tu le sais. De toute façon, moi c'est des équipes et il n'y a rien tout seul. Et je te disais, personne avec moi, la phrase « tout le monde est irremplaçable », elle n'existe pas du tout, c'est vrai. Les gens, ils sont là, dans ma vie, je sais pourquoi, et tu remplaces pas qui tu veux, comme tu veux. C'est ça. Ils ont leur importance. Ils ont leur importance aussi. Ils ont leur raison d'être au moment où on y est, quoi. Puis dans la vie, il n'y a pas de hasard. Alors après... Moi, je voulais juste conclure avec, comme on n'a pas eu l'occasion de le dire encore, mais Michael, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, donc je voulais te remercier de l'avoir aidé. Tu m'as vu aussi. Je sais qu'il t'a déjà remercié, mais c'est vrai que
impressionnant le cheminement et la capacité qu'a aujourd'hui Mickaël à gérer ses émotions, ses pulsions, enfin tout ce qu'il caractérise, et maintenant d'avancer. Alors il y a toujours les débordements. C'est moi. Après, c'est ce qu'ils font aussi, ça. Et C'est ouais, ça aussi, tu vois. Faut pas non plus. C'est super important. C'est comme toi, tu es au monde, il est au Exactement. monde, je suis au monde. Mais en même temps, il a croisé aussi, et c'est important de le dire, il a croisé aussi un psychiatre qui lui a filé la bonne médication, le bon dosage. Et c'est tout ça qui est important. On a tous besoin de tous, en fait. Et il a fait une super vidéo, j'en parle à chaque fois, mais j'en reparle sur justement un peu ton histoire, ton vécu sur le TDAH, etc. Et elle est très parlante, cette vidéo. Il parle de toi, je sais pas si tu as l'occasion de la voir, mais on te la montrera. Oui, je l'ai vu. J'étais entre deux rendez-vous, je vois ce truc-là, il me l'envoie, je c'est pas possible. Ah ouais. Mais je comprends, mais en même temps, les on va appeler ça comme ça, les neuroatypiques, ils ont cette forme d'attachement au monde, le rapport au monde. Il y a de l'impulsivité dans ce que tu aimes, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de connexions, et il vit intensément les choses. Voilà. Et sa façon à lui de porter ce témoignage-là en disant regardez ce que j'ai découvert, mais vous aussi, si ça se trouve, c'est pareil. Ça, c'est génial. Bien sûr. Et ça, c'est parce qu'on le sait qu'il y a des gens qui ont la même souffrance et qui n'ont pas encore posé ce diagnostic. Plein d'échanges. Il y en a plein. Et là, on a ouvert les vannes en France et c'est super. Voilà. Et si on peut apporter notre petite pierre à tout ça, bah, c'est super. En tout cas, là, Mika m'a beaucoup parlé de toi. Du coup, je suis vraiment ravi et encore merci d'être venu. Et puis à très bientôt. Alors. Plaisir. Et si vous voulez bien, à 3, on va claquer des doigts parce qu'on va tout effacer maintenant. Donc tout ce qu'on s'est dit, ça sert à rien ? Allez, on efface tout. 2, 3.